Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Industry for Good Pierre Vels, qui est ingénieur, sociologue, économiste, professeur, auteur et j'en passe, et qui est spécialiste de l'organisation des entreprises et des dynamiques territoriales. Donc, Pierre est auteur de plusieurs ouvrages, dont l'un est une référence absolue sur les sujets que nous couvrons ici, qui s'appelle La société hyper-industrielle. Je vous partage tout ça parce que vous n'êtes pas forcément un spécialiste de ces secteurs, mais en gros, Pierre, quand on parle d'industrie et d'innovation en général, c'est clairement une rockstar. Alors, il est très humble, il vous dira que ce n'est pas vrai, mais voilà, c'est dit, n'ayons pas peur des mots. Bonjour Pierre, comment ça va pour vous? Bonjour, ça va bien? Donc, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Déjà, commençons par des aspects, si vous le voulez bien, de sémantique et puis de définition, tout simplement. De quoi on parle quand on évoque l'industrie en 2021? Dans le langage courant, on parle de ce qu'on appelle en anglais le manufacturing, c'est-à-dire en gros les usines, et ce qu'il y a en amont et en aval, c'est-à-dire la fabrication industrielle de masse, etc., des choses. Mais en fait, c'est une définition très limitée, hein, très pauvre finalement. Bon, on ne va pas se lancer dans une grande discussion sur l'histoire du mot industrie et de la chose elle-même, mais par exemple, on dit souvent la révolution industrielle, on la date en Angleterre, au 18e, 19e. En fait, ce sont des visions là aussi, très schématiques que les historiens aujourd'hui contestent beaucoup d'ailleurs. Hein. L'industrie, c'est un mouvement en fait qui vient de très loin, qui a des racines historiques très anciennes. Pas mal de gens ont étudié. Vous avez reçu Pierre Musso, par exemple, qui parle aussi de ça. Il y a eu des formes extrêmement différentes. Hein, et on a tendance à considérer que la forme que l'industrie a prise au XXe siècle, à savoir la massification, le machinisme, serait au fond la forme ultime et dominante. Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y a eu de l'industrie avant, il y aura de l'industrie après, euh, sous des formes assez différentes de celles qu'on a connues. On a beaucoup parlé de cette image d'Épinal de l'industrie, de cette image de fumée qui sort des cheminées. Il suffit de taper industrie sur Google pour avoir un résultat assez symptomatique de ce qui est finalement dans la tête des gens. Selon vous, euh, dans quel état est l'imaginaire des gens vis-à-vis de l'industrie? Moi, je sens notamment auprès de ma génération, qui a une forme de défiance par rapport à ces secteurs qui sont déjà assez mal perçus. Est-ce que vous pensez qu'il y a un souci dans l'imaginaire collectif? Pourquoi? Et aussi, selon vous, qu'est-ce qu'il nous reste comme travail de pédagogie pour que les gens en fait, aient une image de l'industrie qui soit peut-être un peu plus juste ou en tout cas mise à jour? Oui, je crois que dans ce grand mouvement historique dont j'ai parlé, dont on peut trouver la trace très très loin, hein, dans l'histoire, il y a toujours trois choses en fait. Il y a dans l'industrie, il y a les technologies, hein, très ouvertes, contrairement à l'artisanat. L'industrie, elle est open source d'une certaine façon par construction. L'artisanat, c'est le fabricant de sabres japonais. Là, il a la même technologie, il la perfectionne à l'infini. L'industrie, c'est pas ça. C'est l'ouverture des possibles, etc. Donc, des technologies on va prendre tout ce qui est disponible. Organisation. C'est d'abord de la coopération, une organisation extraordinaire de coopération entre un nombre de gens de plus en plus grand, et puis c'est aussi des imaginaires. Il y a toujours un imaginaire ou des imaginaires qui viennent mettre ça en tension. Voilà. Et je pense qu'effectivement, on est dans un creux de l'imaginaire. On est peut-être dans une pointe de la technologie, voire de l'organisation, mais on a un creux de l'imaginaire. Par exemple, moi, j'ai assisté l'autre jour, comme un enfant émerveillé, au lancement du télescope euh, James Webb, là, ouais, Ouais. moi, ça, c'est la pointe avancée de l'industrie. Vous imaginez la quantité de savoir, de compétences, dans un nombre incroyable de domaines, de gens qui ont travaillé pour arriver à faire ça. On n'est pas dans la massification, là. Hein. On est au contraire dans le super proto. Mais effectivement, vous avez raison. D'abord, peu de gens considéreraient que c'est de l'industrie, alors que pour moi, c'est la pointe avancée de l'industrie. Et puis, il y a un imaginaire aujourd'hui, on ne s'émerveille plus de ça. On avait au 19e les grandes expositions, on présentait les merveilles de l'industrie, justement. Et puis aujourd'hui, dans l'esprit de la jeunesse en particulier,
s'est installée une image plutôt noire, la Zola, etc., qui ne correspond plus à la réalité. Enfin, tout n'est pas rose. Mmh. Bien sûr, il y a toujours, toujours des endroits très durs hein, dans l'industrie, mais extraordinairement variés. En tout cas, dans nos pays développés, ça ne correspond plus vraiment à l'image et on est un peu en panne d'imaginaire. Moi, j'ai travaillé, par exemple, pas mal avec le monde des jeunes architectes, euh, des urbanistes. J'étais stupéfait de voir à quel point ils avaient une image noire, une image triste, une image dépassée en fait de l'industrie. Pour eux, on était heureusement maintenant dans le post-industriel, ce qui est un leurre. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi quelque chose, l'apparition des techs a, un peu vampirisé le cerveau des plus jeunes générations, où en fait, aujourd'hui, on préfère penser à Tesla qu'à Renault, on préfère penser à Amazon ou à Facebook qu'à Lafarge Holcim. Est-ce que vous avez l'impression que cette économie, je dirais de l'intangible, n'a pas quand même vraiment pris le dessus, a beaucoup communiqué aussi pour montrer la place qu'ils occupaient dans le monde, sur l'innovation, mais en fait aujourd'hui, le rapport des jeunes générations à l'infrastructure physique, il est un peu biaisé, non? Il est un peu biaisé parce que cette infrastructure physique, elle fait partie maintenant un peu du quotidien. Enfin, on s'en rend même plus compte, quoi. Et encore une fois, on ne s'en émeut plus, quoi. On trouve ça normal, quoi. Alors que c'est quand même extraordinaire, rien que de Ouais. pouvoir discuter comme nous le faisons en ce moment. Alors, c'est vrai que pour une partie de la population en général, la montée de la tech a sans doute un peu éclipsé l'industrie traditionnelle, qui n'est jamais traditionnelle. L'industrie Ouais. vivante est perpétuellement en mouvement. Mais aujourd'hui, là aussi, il y a peut-être on en reparlera peut-être, il y a peut-être un petit retour de flamme parce que l'image de la tech s'est quand même beaucoup dégradée aussi dans une partie du public. On continue à utiliser les nouveautés de la tech euh, et avec gourmandise et avidité, mais l'image globale avec les excès des GAFA, avec le côté orwellien un peu Ouais. de la Chine, etc., fait que la tech n'est plus non plus forcément la valeur montante. Moi, je pense que la valeur montante, c'est l'écologie aujourd'hui. Et je pense qu'on y reviendra sans doute dans la discussion. Il faut absolument qu'on arrive à trouver aussi de nouvelles alliances entre ce monde qui fait sens et puis des mondes de la technologie Mmh. qui peut-être sont un peu en perte de sens. J'ai quelque part le sentiment que le problème n'est pas tant de reconstruire un imaginaire, parce que quand on dit construire un imaginaire, moi je pense tout de suite aux Mad Men de la publicité des années 60, où il y avait un côté très subliminal, où on utilisait, on manipulait les foules pour rendre, je vais employer le mot, sexy à leurs yeux, quelque chose qui ne l'était pas forcément de but en blanc. Or, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'énergie qu'on alloue à rendre cool, comme diraient des jeunes, cette industrie, je pense que ça ne soit pas vraiment l'enjeu. J'ai l'impression que si déjà les gens avaient une version actualisée de ce qu'est l'industrie, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on pense industrie, on peut penser Saudi Aramco, donc la compagnie la plus riche du monde qui pollue le plus au monde. Mais aussi, on peut aussi penser à Bertrand Piccard et son avion électrique. Et en Oui, fait, c'est juste qu'aujourd'hui, les gens, quand ils pensent industrie lourde, je crois. Et ouais. donc, tous ces projets incroyables qui sont portés par l'industrie, le cœur Carmat, le cœur artificiel, qui est issu d'une collaboration entre la santé et l'aéronautique, ça, on en parle encore trop peu. C'est encore trop du signal faible, alors qu'en fait, c'est des cas absolument incroyables. Oui, moi j'ai cité le télescope tout à l'heure. Enfin, il y a des tas d'autres exemples. Hein. Je crois que vous avez raison. Moi, vous avez prononcé le mot pédagogie tout à l'heure. J'aime pas trop ce mot parce qu'au fond, ce serait de dire les gens sont bêtes, ils comprennent pas, on va leur expliquer et tout ira bien. C'est pas, on remodèle pas un imaginaire comme ça Ouais. de l'extérieur en claquant des doigts. Ça, c'est clair. Et même en faisant des belles expos. Il y a une belle expo qui se prépare à la Cité des sciences et de l'industrie. On avait organisé à Grand Palais, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques L'usine années, extraordinaire, bien sûr. quand même marqué les gens parce que c'est des jeunes en fait de l'industrie qui parlaient à d'autres jeunes et qui leur avaient montré effectivement un visage. Donc ça, c'est un processus de longue haleine. Je crois que malheureusement, on ne va pas faire du média bashing, Ouais. mais les médias et l'école aussi, ont quand même un peu un rôle qui n'est pas toujours ultra positif. Moi, je me souviens quand il y a eu l'affaire AZF, pas AZF, Lubrizol à Rouen.
une partie de la presse, et même de la presse très sérieuse, s'était étonnée de ce qui reste de l'industrie encore en France, quoi, et en particulier à proximité des villes. Alors c'est vrai que l'industrie chimique, pas forcément les fabriques d'ammoniac, sont pas forcément les mieux placés pour montrer une image innovatrice, mais enfin, et c'est un peu particulier à la France quand même, hein. Voilà. Bon, Et, il faut essayer de changer l'image, mais pour la changer, il faut aussi être honnête, quoi. C'est-à-dire le discours publicitaire, vous voyez, la publicité type film corporate pour dire regardez, tout est propre, nickel, ça sert à rien non plus parce que on sait bien que c'est pas non plus la vérité, qu'il y a aussi des zones sombres dans l'industrie et que ouais, l'industrie doit aussi faire le ménage chez elle avant de prétendre être l'Eldorado qu'elle prétend pour certains. Voilà. vous touchez j'ai plusieurs exemples qui me viennent à l'esprit. J'ai été ciblé par une publication Instagram sponsorisée de Saudi Aramco qui vante en ce moment tout ce qu'il fait pour les océans, avec une très belle publicité, etc. Donc, ça m'évoque ça, puis ça m'évoque sur le fait de reconnaître que tout n'est pas rose dans l'industrie. Je pense que c'est un bon point de départ, quelque part, puisqu'on reconnaît ce qui ne va pas pour mieux capitaliser sur ce qui va bien. Et je Oui, pense aussi aux propos d'Agnès Pannier-Runacher qui ont été euh, euh, savamment critiqués, ainsi que Nicolas Dufour lors du dernier événement BPI France InnoGénération, où en fait, ils ont donné une image, on leur a reproché de donner une image assez infantilisante, à Bercy. infantilisée à Bercy, en disant en fait, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour votre pays. Et puis quelque chose qui était très, on parlait de chevalier et de château, il y avait quelque chose de très infantilisant. Et je crois que les gens ont dit, mais en fait, nous, on n'a pas de souci à ce que l'industrie ne soit pas parfaite. On a un souci à ce qu'on nous survende quelque chose qui, à ce stade, n'est pas justement décrit, en fait. Alors, ce qui est frappant, c'est de voir qu'il y a quand même plusieurs populations. Ça fait partie peut-être un peu de l'archipélisation de la société, c'est de voir à quel point les récits, la vision du monde quand les gens peuvent être différents d'un groupe à l'autre, hein. Je vous ai parlé des jeunes architectes, par exemple, voilà, bon, qui ont une vision très négative hein, de ce que c'est que l'industrie, une vision très ancienne, parce qu'ils ne connaissent pas. À côté de ça, vous avez des groupes. Moi, je suis en contact avec des tas de jeunes dans des petits bureaux d'études un peu pointus ou dans des boîtes qui sont à cheval un peu entre la tech et la fab plus traditionnelle, qui sont absolument des passionnés de l'industrie et qui trouvent que c'est des métiers fantastiques et qui ne lâcheraient pour rien au monde. Et c'est peut-être eux les meilleurs ambassadeurs, parce que c'est aussi des gens qui vont vous expliquer qu'on a des progrès à faire, on a des progrès à faire sur l'écologie, on a des progrès à faire sur les relations humaines, on a beaucoup de progrès à faire. Mais je pense que c'est ça les meilleurs ambassadeurs. De manière générale, il y a une méconnaissance quand même très, très forte, quoi. Et chaque fois qu'on parle à la radio ou à la télé d'industrie, c'est les pneus qui brûlent, hein. Voilà. Je vous ai un peu perdu sur les dernières 10 secondes, Pierre. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous disiez? Non, je disais que oui, quand on a des images qui sont très variables d'une partie de la population à l'autre, euh, mais que les images qu'on voit malheureusement à la télé, c'est toujours les mêmes, quoi. C'est toujours des images de pneus qui brûlent, etc. Donc, et je pense Hmm. que ces jeunes passionnés, et il y en a à tous les niveaux de hiérarchie, hein. C'est frappant quand vous allez dans des usines modernes ou des centres de conception, etc. Les gens sont souvent extrêmement passionnés. Entre nous, c'est des boulots beaucoup plus amusants que ce qu'on a dans la finance. On voit ce qu'on fait, quoi. On produit des choses. Enfin, il y a cette matérialité quoi, qui est quand même magnifique, quelque part. Et il y a une fierté aussi de ce travail accompli. Ça fait un peu ronron de dire ça, mais c'est la vérité. Je crois que c'est ces gens-là qui sont les meilleurs ambassadeurs. C'est eux qu'il faudrait écouter. Oui, c'est très intéressant. Il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Grand Central, où Oui, vous avez sûrement vu, où il y a ce chef d'équipe dont les équipes travaillent dans des conditions très compliquées, voire déplorables, dit voilà, on apporte la lumière aux gens, c'est un combat. Et en fait, il y a cette fierté, et à la fois on voit tout ce qui ne va pas, mais il y a ce côté, j'ai envie de dire, assez, d'ailleurs même pas patriotique plus que ça, mais c'est quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, euh,
Justement, parce que, il y a eu toute cette période de ce qu'on considérait être la post-industrie, où on se disait qu'on pouvait être un pays qui vit, d'eau fraîche et de services et non plus de conception, de fabrication et d'infrastructures, concrètes. Vous parlez d'hyper-industrie. Du coup, ce qui était le livre date de 2017, mais ce qui était quand même assez provoquant et qui, je pense, un clin d'œil non dissimulé, en opposition à cette société post-industrielle qu'on a essayé de nous vendre et que des sociologues comme Alain Touraine nous vendaient beaucoup à l'époque. Oui, alors Alain Touraine m'a écrit, vous savez, après ce livre en disant vous avez parfaitement raison, il a même ajouté votre livre devrait être distribué dans les écoles. Vous vous rendez compte. Ah, mais c'est magnifique, très fair-play. J'étais très fier, mais j'étais dans une collection aussi au Seuil où un des best-sellers, ça avait été le livre de Daniel Cohen qui s'appelait Trois leçons sur la société post-industrielle. Alors, effectivement, j'ai voulu prendre le contre-pied du post-industriel parce que je pense que ça, c'est illusoire. Enfin, c'est pas vrai qu'on est dans une société post-industrielle parce que l'industrie, au fond, la culture industrielle, c'est très, très largement répandu dans les façons de travailler, les services s'industrialisent, etc. Et puis aussi parce que ça a été néfaste, parce que ça nous a conduit, ça conduit nos élites dirigeantes pendant des décennies à considérer que le fait que les usines progressivement quittent le pays, enfin, elles n'ont pas quitté en masse d'ailleurs, il faut aussi peut-être relativiser ça, mais enfin en tout cas que l'emploi euh, ouvrier ou l'emploi d'usine diminue de manière drastique, c'était pas bien grave au fond, parce que maintenant on était dans un autre monde éthéré, etc. Ça, c'est une illusion totale, enfin on peut le démonter point par point. Alors pourquoi je parle d'hyper aussi, au-delà de cette petite provocation, c'est au fond parce que je crois que la distinction entre vraiment traditionnelle, hein, qui est inscrite dans nos organisations syndicales, patronales, dans nos statistiques, etc., entre services d'un côté et industrie de l'autre, et puis le numérique qui se balade un peu, on ne sait pas où, entre les deux, parce que le numérique, enfin, il y en a un qui me dira si Apple ou Amazon, c'est de l'industrie ou du service. Euh, je pense que cette distinction, elle est en train de disparaître purement et simplement. Hein. Alors, il y a deux aspects peut-être qu'on peut souligner. Un, quand on regarde les chaînes de valeur complètes, c'est-à-dire pas seulement la phase fabrication, mais tout ce qui est en amont, la conception, en aval, et puis tous les services connexes, en latéral, etc., on a un poids de ce que j'appelle moi l'hyper-industrie, dans le PIB, par exemple, dans la valeur ajoutée, qui est très supérieur à celui qu'on annonce généralement. En gros, c'est au moins le double. Ouais. On annonce en gros combien c'est quoi? Quelque On chose comme annonce 12 autour de 12-13%, quelque chose comme ça. Je pense que c'est très, très sous-évalué. Pierre Musso dit qu'on est sur du 25, 25 voire 30%. Oui, moi je pense qu'on est plutôt autour de 30. Ça dépend où on met. Enfin, ça n'a pas Ouais. de sens de mettre des frontières précises. Hein. Et donc, il faut regarder ça de manière beaucoup plus large. Aujourd'hui, raisonner sur l'industrie manufacturière sans raisonner en même temps en termes d'emploi, par exemple, en termes d'organisation territoriale, en amont et en aval, pas toujours au niveau national d'ailleurs, hein, parce que les chaînes sont internationalisées. Je pense que c'est se condamner à une forme de myopie. Quoi. Voilà. Et puis le dernier aspect, qui est peut-être le plus important, c'est qu'on voit que les modèles, les business models, comme on dit en jargon, enfin les modèles économiques sont en train de changer profondément. C'est-à-dire que l'industrie, les services s'industrialisent d'un côté, et l'industrie se servicialise, si je peux utiliser ce néologisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez bien qu'aujourd'hui, les industriels, de plus en plus, ils vendent non plus des objets simplement, mais des fonctionnalités. Certains parlent d'économie des fonctionnalités. Ils vendent des usages, ils vendent. Voilà. Et donc, je résume souvent la chose en disant on passe d'une économie des objets, des artefacts, des choses, à une économie des usages. Voilà. Et en même temps, d'ailleurs, parallèlement, on passe d'une économie de la possession. Je dois être propriétaire des choses. Hein. Ça, c'est 30 glorieuses. Hein. Je veux avoir dans mon appartement et dans ma maison le plus de choses possible. Hein. Souvenez-vous du livre qui s'appelait Les choses, justement, de Pérec, qui reste pour moi une grande référence. Ou alors les chansons de Boris Vian,
Euh, voilà. Euh, on passe de cette économie de la possession à une économie de l'accès. Au fond, les jeunes générations, ce qui les intéresse, à juste titre, c'est d'avoir accès. La mobilité est l'exemple le plus simple. Hein. Euh, le but n'est plus simplement d'avoir une voiture. D'ailleurs, la voiture, ça devient progressivement un, un portable, un smartphone à roue, hein, puisque ce qui intéresse maintenant les GAFA et d'autres, c'est toutes les informations qu'on peut recueillir sur l'usager dans la voiture, ce qui a des aspects inquiétants, hein, peut-être. Hein. L'accord Stellantis-Amazon récent fait réfléchir. Ouais. Et puis, c'est surtout aussi d'avoir accès à la mobilité, quoi. C'est-à-dire, j'ai pas, enfin, ce sera peut-être aussi démodé d'avoir sa voiture en propriété que d'avoir son cheval, comme c'était le cas du 18e, vous voyez, Ouais. ou son cross. Et alors, c'est des modèles qui existent depuis très longtemps dans hein. Bon, l'aéronautique connaît bien ça. On n'achète pas les moteurs, on achète des heures de réacteurs, et qui sont en train de percoler doucement vers le B2C du côté des consommateurs. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais je pense que c'est un mouvement de fond absolument irréversible. Ça change radicalement le métier des industriels. Et d'ailleurs, justement, puisque vous m'offrez une transition sur un plateau, mais euh, on observe une utilisation assez massive du champ lexical du renouveau en général autour de l'industrie. On parle de l'industrie de demain, de l'industrie du futur. Oui. En fait, au-delà des élans d'investissement et de communication autour de ces sujets, notamment par les hautes autorités, aussi par tout un tas de groupements d'industriels, est-ce qu'on observe de véritables signes que ce renouveau est en train de s'opérer? Alors, on peut répondre à votre question à deux niveaux, quoi. On peut regarder un peu à la date d'aujourd'hui si les efforts, je pense, louables. C'est quand même pour moi une bonne nouvelle de voir que depuis quelque temps maintenant, on a quand même des gouvernements qui ont pris conscience du fait que Ouais. le fait qu'on ait plus de moins en moins d'usines, ce qui est d'ailleurs assez faux, encore une fois, hein, mais enfin, semble-t-il, on avait moins sur notre territoire. Bon, cette dépendance assez extravagante qu'on a découvert, enfin, on la connaissait, hein, ça n'a pas été une découverte pour ceux qui connaissent les sujets Ouais. vis-à-vis de la Chine ou d'autres pays, parce qu'il n'y a pas que la Chine, enfin, la plupart de nos importations ne viennent pas de Chine. Tout ça, je pense que c'est une bonne nouvelle de voir que maintenant on a ce projet de réindustrialiser, relocaliser, quoi. Mais relocaliser, c'est un terme que j'aime pas tellement parce que, euh, au fond, pour beaucoup de gens, c'est interprété comme il y a des trucs qui sont partis, hein, et puis maintenant on va les faire revenir. Ça, pas, ça existe, mais c'est minoritaire. Relocaliser, pour moi, ça veut dire euh, c'est réintroduire un lien nouveau avec le territoire, avec le local, dans l'industrie, et c'est penser à l'industrie de demain et pas simplement à l'industrie d'hier. Donc, pour répondre à votre question, je dirais à court terme, c'est bien. Maintenant, je trouve qu'on manque de projection vers l'avenir. Alors, ce n'est Ouais. pas facile, vers un avenir un peu plus lointain. C'est-à-dire que pour moi, l'industrie du futur, ça, un point sur lequel je veux insister, ce n'est pas l'industrie du présent numérisée, hein. C'est-à-dire on rajoute une couche de pilotage numérique, on rajoute une couche de robotisation, d'automatisation, etc., à l'industrie telle qu'elle est. Et ce n'est pas non plus l'industrie verdie, simplement. C'est-à-dire, on prend les process tels qu'ils sont et on va les rendre moins carbonés, moins polluants, etc. Ça, je pense que c'est une vision un peu trop étroite des choses. Je pense qu'il faudrait s'interroger sur. Je pense qu'on va au-devant d'agencements organisationnels, enfin, toujours entre mes trois pôles, là, euh, technologie, organisation et imaginaire, qui vont être très différents de ce qu'on a connu. Et également avec des nouveaux secteurs qui vont en fait dominer l'industrie de demain. Je prends le mot industrie entre guillemets. Et justement, on s'est un peu éloigné de la question de départ, donc merci pour votre retour, c'est très clair. Mais sur le sujet de la sémantique, parfois, quand on écoute tout ça et quand on fait le point là, sur ce début de conversation, est-ce que finalement,
Tout le monde n'aime pas l'industrie, c'est simplement le mot, en fait, qui peut-être n'est plus suffisamment actuel. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que Tesla est un industriel ou un secteur, une entreprise du serviciel? Renault est en train de se transformer de manière assez forte, en tout cas, la volonté de se transformer en une entreprise de tech. Donc finalement, cette bascule de quel côté je me situe? Suis-je un acteur technologique ou suis-je un acteur industriel? Est-ce que finalement, c'est pas en train de perdre son sens et finalement en train de confuser tout le monde par la même occasion? Oui, mais vous savez, en France, on est très attaché aux mots, aux définitions précises, aux cases dans lesquelles on fait rentrer Ouais, les choses. Euh, les anglo-saxons sont plus cool par rapport à ça parce qu'ils appellent tout industrie, hein. Vous avez ouais. l'industrie de la chaussette, mais aussi l'industrie financière. Bon. Ils se posent moins ce genre nous, on est des nominalistes un peu acharnés. Mais derrière ça, je pense qu'il faut qu'on ait une vision plus ouverte, quoi, justement, plus souple des choses, hein. Euh, je reviens à cette histoire de relocalisation qui est à la fois positive et je trouve un peu limitée, parce que c'est pas juste les usines qu'il faut relocaliser, c'est aussi euh, la valeur ajoutée, c'est surtout peut-être la valeur ajoutée, c'est l'envie de faire, c'est la capacité de créer des choses nouvelles. C'est ça qui est, Mmh. c'est ça qui est important. Par Là, ailleurs, ouais. on n'est plus tellement un foyer. On a un peu perdu cette capacité d'être un foyer euh, aussi d'imaginaire, hein. Je reviens quand même sur ce terme, comme on l'a été dans les grandes périodes, même au XXe siècle. Enfin, on ne va pas non plus faire dans la nostalgie, mais je pense qu'on devrait pouvoir en Europe. Je pense qu'il y a la matière pour ça, hein. On a la matière intellectuelle, on a je pense aussi l'énergie, il faut juste qu'elle arrive à se révéler. Pour ça, les définitions trop rigides sont toujours un obstacle. Très clair. Merci beaucoup, Pierre. Vous parlez, on a rapidement préparé cet échange et vous avez beaucoup parlé du sujet de capital humain. Euh, je vais citer un extrait du livre qui, pour moi, est la meilleure introduction possible à ce que je voudrais qu'on aborde. Puisque l'enjeu n'est pas le sauvetage de l'industrie au sens traditionnel et restreint du terme ou sa défense contre toutes les forces maléfiques qui l'assaillent. Euh, mais alors, du coup, qu'est-ce qu'ils sont ces enjeux, justement? Vous parlez de capital humain, vous parlez d'image, vous parlez de reconnexion entre tech et fab. Euh, Là, si vous deviez nous en décrire et nous en lister quelques-uns, quels seraient les enjeux principaux? Ben, je pense que d'abord, cette question du capital humain, un terme que j'aime pas trop, mais enfin qui a l'avantage d'être synthétique, elle est absolument fondamentale. C'est-à-dire si c'est ça qui fera que c'est à quoi rêvent les jeunes, c'est ça. Et c'est quand même ça qui est important, quoi. Parce que l'investissement matériel, etc., on suit ça de très près, mais est-ce qu'on ne suit pas de près du tout? On ne suit pas du tout parce qu'on n'a pas vraiment d'indicateur. C'est l'énergie que la jeunesse va mettre là-dedans. Et de ce point de vue-là, vous savez, une de mes thèses, je tiens beaucoup, c'est il faut arrêter avec cette distinction rigide entre la fab et la tech, quoi. Ça, c'est en train de changer d'ailleurs. Je pense Ouais. que le gouvernement s'en est saisi parce qu'on voit que les entreprises de la tech sont quand même assez éloignées souvent du monde industriel faussement fonctionnel. Et je pense que ça, c'est très dommageable. Pour résumer, il y a d'un côté des gens euh, qui ont des solutions avec la tech, puis qui sont désespérément à la recherche de problèmes. Puis d'un autre côté, il y a des gens qui ont des tas de problèmes à résoudre, passionnants, de matériaux, enfin aussi de services, enfin de toutes sortes de choses, qui ont du mal à trouver des solutions. Alors pour les remettre ensemble, c'est important parce que c'est aussi une distinction géographique, quoi. Les gens de la tech sont aujourd'hui massivement à Paris, même à Paris Centre, hein, et dans les métropoles, alors que on sait bien que notre tissu économique de base, il est plus périphérique. Voilà, donc ça c'est un premier point très important. Le deuxième grand enjeu qui est, à mon avis absolument fondamental, c'est quand même maintenant ce que j'appelle moi la bifurcation écologique. C'est-à-dire il faut qu'on voit bien, et là il y a un fossé générationnel. Je crois que
les anciens comme moi, ou même un peu moins anciens, ils n'ont pas vraiment compris à quel point c'était devenu central, pour des raisons qu'on comprend, dans l'esprit de la jeune génération. Fascinant de voir qu'on en parle si peu aujourd'hui, on y va quand même mollement. Alors là, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un double enjeu. Euh, il y a évidemment verdir, enfin, il y a énormément de travail passionnant à faire pour rendre nos industries plus propres, moins carbonées. Enfin, il y a un champ fabuleux là. Mais il y a aussi à reconstruire, par exemple, un système énergétique. Si on veut sortir vraiment du fossile, en fait, on a toujours une image un petit peu comme ça, baba cool, romantique, de l'éolienne au fond du jardin. Ah non, si on veut vraiment basculer, même en gardant du nucléaire, vers les renouvelables, c'est un très grand projet industriel qu'il faut mettre à l'œuvre, qu'il faut gérer comme un grand projet industriel. Et puis, lié à cette question de d'écologie, pour moi, il y a la question de l'éthique. Enfin, ça, je pense, c'est fondamental. Une des bonnes nouvelles, c'est que la jeune génération est très préoccupée de l'éthique, on pourrait dire de trouver du sens à ce qu'elle fait, quoi. Et de ce point de vue-là, je pense que la tech est décevante, pour le dire de manière peut-être un peu trop rapide, mais on voit bien que, et ce discours aussi sur l'innovation, innovation, on saute sur sa chaise en disant innovation, innovation. Euh, On pense aux NFT, on pense à tous ces mouvements qui sont purement technologiques. Et voilà, c'est ça. même les licornes, en fait, en ce moment, Oui, on alors, a... Ouais. si vous voulez, quand je vois effectivement que, et je ne suis pas le seul à le voir, que, alors elle a été doublée depuis, mais il y a quelques semaines, la licorne qui avait levé le plus de fonds, c'était Sorare, Ouais. qui est quand même un peu une arnaque pour piquer de l'argent aux petits gamins qui veulent des tablettes minutes. On embrasse les fondateurs. Pas avoir un procès, mais ouais, peut-être un peu fort. Enfin, quelque part, on voit bien, ça ne fait pas rêver, ça, de dire qu'on va mettre des centaines de millions d'euros ou de dollars dans un truc comme ça, alors qu'on a tellement de besoins pressants du côté de la santé, de la pauvreté et de l'écologie. Donc, je pense que la tech, de ce point de vue-là, a un peu de soucis à se faire. Parce que la religion de l'innovation pour l'innovation, ça ne marche pas. Vous voyez, dans le, au 19e siècle, et même encore au 20e siècle, il y avait cette notion de progrès, maintenant qui est totalement évaluée, on n'ose plus prononcer le mot parce que ça fait ringard. Mais dans le progrès, il y avait plus que l'innovation. C'était on va améliorer. Alors, je sais bien qu'à la il y a ce discours de on va changer le monde, on va améliorer le monde, etc. Mais on ne le voit pas vraiment, franchement. Quand vous voyez les montagnes d'argent sur lesquelles sont assises les, 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 les géants de la tech et que tout ce qui nous sortent, c'est le métavers comme une nouvelle manière de créer des addictions et de remplir leur poche, il y a un gros souci là, à mon avis. Et donc, ça pourrait faire un peu basculer peut-être les choses parce que je pense que l'écologie, c'est aussi une des façons de c'est pas seulement réconcilier la nature, enfin régler le problème techniquement, mais ça peut être aussi une façon pour l'industrie de renouer avec cette exigence éthique à laquelle les jeunes générations sont à juste titre très très sensibles. Bon, je rêve peut-être un peu. Mais... Non, mais je pense qu'il y a tout ce rapport aussi. C'est justement le rapport au monde. L'industrie est aussi un monde est bâti sur l'histoire de l'homme et de son rapport au monde et du progrès. Donc, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui comme le côté solutionnisme technologique commence à avoir oui, assez mauvaise presse. oui. Maintenant, les gens comprennent. Le problème, c'est qu'on manque de temps. Et donc, justement, s'il nous faut 5 ans ou 10 ans supplémentaires pour comprendre que tous les messages d'innovation doivent aller aujourd'hui de pair avec des messages d'appel à la sobriété, Oui. on va de toute façon pas s'en sortir. Donc, pour résumer, vous précisiez la notion d'écologie et d'éthique, mais alors pour quelqu'un qui est extérieur à ces sujets-là, c'est assez paradoxal, parce que quand on parle d'hyper-industrie, on a du mal très spontanément à imaginer que ça puisse aller de pair avec ce dont on a besoin face à l'urgence écologique. Oui, c'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, il y a d'ailleurs un certain nombre de gens aujourd'hui, plutôt du côté des philosophes ou de gens qui en fait ne connaissent pas du tout le monde industriel, pour qui il y a une autonomie. Au contraire, entre l'industrie, j'ai lu des articles disant ben, la désindustrialisation, le problème c'est qu'elle ne va pas assez vite, quoi. Il faudrait, mais ça c'est encore une forme d'illusion, parce que si on veut, je reprends l'exemple
des nouvelles, si on veut vraiment sortir du pétrole et des fossiles et développer une nouvelle base énergétique avec du solaire, de l'éolien, euh, de la bioénergie, eh bien, il faut faire un gros effort pour être à la hauteur du défi. Il faut faire un gros effort industriel, entre guillemets. Je ne vois pas autrement comment on s'en sort. Sinon, ça revient à accepter la catastrophe, quoi, et à dire on va se mettre dans notre petit coin et attendre que les choses tournent mal. Et Mmh. je pense que, alors, l'industrie, au fond, son ADN, c'est l'efficacité, c'est-à-dire c'est utiliser moins de ressources euh, euh, pour ces ressources faire plus et mieux. Bah, finalement, quand on dit il faut émettre moins de gaz à effet de serre, etc., on est d'une certaine façon dans la droite ligne de l'industrie. Là où l'industrie ne peut pas répondre à la question, c'est sur la sobriété. Là, il y a une grosse différence. Parce que la sobriété, ça, c'est du côté de la demande. Vous connaissez dans mon dernier livre, j'ai beaucoup insisté sur l'effet rebond, effet Jevons. Tous les gains d'efficacité fabuleux qu'a fait l'industrie euh, ont été récupérés par une augmentation équivalente, voire supérieure Voilà. à la demande. Donc pour Et expliquer ça, un peu, on ne peut pas ouais. dire aux industriels qu'ils sont responsables de ça. Vous voyez, par exemple, l'éclairage. Hein. Bon, on a gagné un facteur 100 000 à peu près depuis les premières lampes à Edison. C'est fabuleux. C'est presque comme l'informatique, quoi. Ouais. Un gain d'efficacité fantastique. Le résultat, c'est que on voit la Terre de l'espace. Bon, mais ça, c'est pas la faute des industriels. Non, Ça, non, ouais. Je pense que ce que traînent les gens, c'est cet effet-là, l'effet dont vous parlez. Je veux te préciser pour les gens qui ne seraient pas informés de ça, c'est l'idée que si on prend 1 kilo de chevaux, l'impact environnemental de celui-ci sera toujours beaucoup plus fort que celui d'une voiture moderne. Cependant, on a multiplié voilà, de manière c'est ça. significative le nombre de voitures. Donc finalement, le gain qu'on a opéré grâce aux technologies et à l'innovation, on l'a perdu en ne travaillant pas sur le sujet de la sobriété et en augmentant le nombre de devices, de téléphones mobiles. Donc, en gros, et c'est ce que craignent les gens, et la 5G cristallise ça assez bien, je trouve. En fait, la 5G, personne n'est contre la 5G à proprement parler. On est contre ce qu'on pense que les industriels et les lobbies vont faire de cette 5G pour toujours plus de production et de vente, etc. Oui, c'est une espèce quasiment d'airain. Hein. C'est-à-dire que chaque fois qu'on augmente l'efficacité, on utilise moins de ressources unitairement, mais la demande croît. Ouais. Là où quand même les industriels pourraient jouer un rôle, et ont un rôle à jouer dans le volet sobriété, c'est ce que j'appelle la sobriété de conception. Vous voyez, par rapport entre la 2 chevaux et puis la voiture actuelle, on a fait des gains d'efficacité remarquables, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser en termes d'utilisation des Ouais. matériaux, etc. Mais on en a vendu beaucoup plus. Mais on a aussi profité pour complexifier probablement un peu trop Ouais. l'objet. Est-ce qu'on a besoin d'avoir aujourd'hui toutes ces fonctionnalités? Vous voyez, là, on peut discuter. Moi, j'appelle ça l'effet de profondeur technologique excessive. Quoi. Moi, il ne s'agit pas d'être technophobe. Hein, Bien sûr. c'est des apports considérables, mais peut-être qu'on pourrait faire des objets avec les mêmes technologies, mais un peu plus simples. Hein, et du coup, aussi, on gagnerait beaucoup, alors cette fois-ci, en sobriété. On n'est pas obligé d'avoir, par exemple, toutes les fonctions électroniques qu'on a aujourd'hui dans les voitures. L'ABS, oui, la sécurité, bon, mais on n'est pas, on a quand même l'impression que il y a une espèce de pulsion profonde là, des ingénieurs à rendre des produits toujours plus complexes. Et ça, finalement, en énergie, etc., ça finit par coûter très, très cher. Mmh. D'ailleurs, la crise des semi-conducteurs est tout à fait symptomatique de ça, Et puisqu'aujourd'hui, alors, on se retrouve avec des industriels qui augmentent on le s'est rendu compte que ouais. les voitures, effectivement, aujourd'hui, avaient la moitié d'électronique et qu'on avait du mal à se la procurer. Mais je ne sais pas si ça va. Là, il y a une question des mentalités, parce que dans les bureaux d'études, il faudrait je pense qu'il faudrait une nouvelle esthétique, d'une certaine façon. Vous voyez que l'esthétique, comme ça a été le cas dans le design, dans l'architecture, à un moment donné, on a dit less is more. Ouais. Architecture. Au lieu de faire des trucs tarabiscotés, on a eu le mouvement moderne. On a dit on fait des bâtiments plus. Et si on avait ça dans l'industrie, ce serait pas mal. C'est-à-dire, moi, je rêve d'un constructeur automobile demain qui vous dise moi, je fais la voiture less is more. C'est-à-dire, elle est dépouillée, il y a juste ce qu'il faut, elle coûte pas cher, alors c'est ça le problème peut-être,
mais elle a des fonctionnalités formidables, elle va largement satisfaire votre bonheur. En plus, elle sera réparable, elle va durer, etc. Donc, quelque part, c'est un petit impact sur le Mmh. chiffre d'affaires, profitabilité, donc c'est un souci. Et si on avait cette nouvelle esthétique, hein, du less is more dans les objets technologiques, ce serait pas mal. Bon, à tous les constructeurs, qui nous entendraient, gardez quand même le radar de recul. Ne nous Oui, enlevez pas ça, s'il vous plaît. S'il vous oui, plaît. absolument. On en a besoin. Je vous propose qu'on parle de votre dernier ouvrage, Oui, Pierre, parce qu'en fait, il sera une belle ouverture, et conclusion finalement de notre échange. Donc votre dernier ouvrage, il s'appelle «L'économie désirable». Bon, il parle naturellement des enjeux de l'industrie de demain. On a parlé pas mal des enjeux d'aujourd'hui, mais il est, vraiment pas mal tourné vers la suite. Vous parlez d'économie humano-centrée et je veux bien que vous développiez un petit peu sur ce concept-là, peut-être un nouveau concept à surveiller pour les passionnés d'industrie et de technologie. oui, alors l'idée est la suivante, c'est de dire on s'interroge beaucoup, notamment là je suis parti un peu de cette exigence écologique, je crois, qui devient vraiment quand même totalement incontournable. On peut pas, on peut pas, enfin, il faut que ce soit au centre de la réflexion des industriels comme des autres. Mais on s'interroge toujours sur le comment, hein, produire, mais assez rarement sur le quoi produire au fond. Et donc ma question c'est est-ce qu'on peut imaginer une société qui crée de la valeur, bon, qui soit une société riche d'une certaine façon, prospère, hein, peut-être avec peut-être une nouvelle définition de ce mot, et structurellement, c'est-à-dire à partir même du type de secteur, de domaine d'activité qui serait mis en valeur et priorisé. Et au fond, je me dis, on est de fait déjà engagé dans un changement qui est assez profond, qui est que cette industrie d'accumulation des objets dont on parlait au début de l'entretien, les choses, etc., voilà, ça a commencé dans les 30 glorieuses, on n'est pas vraiment sorti. Moi, j'appelle ça souvent l'économie salon, garage, cuisine. Vous voyez, on voit bien qu'on arrive quand même un peu à la saturation de ce type de marché et que ce qui monte aujourd'hui, ce sont des secteurs, quand on fait la liste, euh, c'est quoi? C'est la santé, c'est le bien-être de manière générale avec toute cette nébuleuse, voilà, l'alimentation, mais l'alimentation ne plus que besoin physiologique élémentaire, mais comme élément de qualité de vie. C'est la sécurité, c'est la mobilité, c'est l'éducation, c'est la culture, c'est évidemment le divertissement, le loisir, notre temps libre, tout ça. Vous voyez, c'est quand même une économie fondamentalement différente des objets, des artefacts qui nous entourent, parce qu'il y a une économie qui, l'objet de cette économie, c'est nous. C'est notre corps, c'est nos cerveaux, c'est nos émotions, c'est nos tripes. Voilà. Et c'est ça qui, on voit bien que ce sont ces secteurs-là qui se développent. Et Mmh. donc là, je pense qu'on a une piste pour imaginer, c'est ça que j'appelle l'économie humano-centrée. Alors c'est un concept que je ne suis pas le seul à défendre, mais avec des formes un peu différentes. Quand Jacques Attali parle de l'économie de la vie, il dit quelque chose d'un peu approchant. Hein, chacun avec ses mots et puis sa définition. Quand Robert Boyer parle depuis assez longtemps d'ailleurs d'économie anthropo-vénérique, je crois, quelque chose comme Mmh. ça, la production de l'homme par l'homme, qui devient un peu la nouvelle frontière Après tout, on s'est beaucoup intéressé à ce qu'il y avait autour de nous. Maintenant, en fait, là, la vraie frontière, ça devient l'individu. Donc là, je pense on a une piste pour l'économie du futur, parce que ça crée de la valeur. Mais alors, il faut bien voir que la trajectoire pour y aller peut être très diverse. Et ça, j'ai peut-être pas assez développé dans mon livre, mais euh, vous avez une trajectoire, par exemple, tout numérique. Hein. C'est évident que les GAFAM, par exemple, sont en embuscade sur ces sujets-là. Hein. Parce que c'est dans la droite ligne, au fond, de ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire capter l'attention des individus. Et donc, vous voyez, Amazon va beaucoup investir dans la santé. Bon. Dassault aussi, Dassault Systèmes aussi investit dans la santé. Les trajectoires aujourd'hui, elles ne sont pas totalement définies. C'est-à-dire qu'on peut avoir des trajectoires qui créent de la valeur vraiment humaine, par exemple en renouvelant les métiers du service, en renouvelant les liens entre les gens.
en s'appuyant sur des intermédiations humaines dont je trouve on commence à manquer sérieusement. Puis vous avez une petite un peu 100% numérique qui, elles, peuvent être problématiques, hein, parce que, je veux dire, économie humaine ne veut pas économie humaniste par définition. Mais je pense que ça, c'est un champ de réflexion pour le futur qui est considérable. Alors, par ailleurs, c'est une économie qui est au fond assez liée au territoire, quoi. C'est une économie, produire la santé. Alors, vous avez évidemment un marché international du medical device, de toutes les technologies qui envahissent aujourd'hui le champ de la santé. C'est évidemment un champ tout à fait fondamental pour l'avenir de l'industrie au sens large. Mais en même temps, vous voyez que ça fonctionne si on est capable d'établir des organisations qui soient territoriales, voilà, qui soient on l'a bien vu pendant le Covid, quoi. Ça ne peut pas marcher uniquement sur le mode traditionnel de la marchandisation. Bon, ça c'est. Donc, au fond, on avait cette économie des objets. Il y avait aussi une économie, l'économie des Trente Glorieuses, on avait aussi des grands. Au fond, il y avait deux pieds. Hein. Il y avait l'économie garage, salon, cuisine, là, qui est un peu partie à l'extérieur. Et puis, on avait cette économie des grands objets technologiques, le nucléaire, machin. Aujourd'hui, on va vers quelque chose d'assez différent. Il y a à la fois un recentrage sur l'individu. Quand même, quand on y réfléchit un peu, ça ne fonctionne pas du tout de la même façon. On n'a pas la même objectivation de la valeur. Enfin, on n'a pas assez réfléchi à ça. Une des raisons pour lesquelles on n'a pas assez réfléchi, c'est qu'on a dans notre tête, ce sont des secteurs qui ne sont pas vraiment de l'industrie, c'est des secteurs socialisés, parce que pour des raisons historiques, on a fait que c'était largement pris en charge par le contribuable ou l'assuré. En réalité, c'est au cœur de l'économie de demain. Et en même temps, on a aussi cet autre volet qui se développe, qui est, certains appellent un peu l'habitabilité, quoi, comment rendre notre monde plus habitable autour des questions de transport, de logement, de gestion des écosystèmes, etc. Bon, je pense qu'on va vers des configurations comme ça très, très novatrices et très différentes, et dans lesquelles l'Europe pourrait jouer un rôle moteur, quoi. Voilà. On peut finir là-dessus. Vous parlez dans un. D'ailleurs, je crois que c'est la conclusion de la société, la société hyper-industrielle, pardon. Le titre de votre conclusion, c'est La France et l'Europe, des attraits, enfin, je ne sais plus comment vous le formulez exactement, mais en gros, en expliquant que ce sont de gros atouts. Oui. Il y a un certain scepticisme par rapport au rôle que peut occuper l'Europe. La crise Covid a un peu rebattu les cartes, a aussi permis des prises de conscience sur ce qu'on attendait d'une entité comme l'Europe. Qu'est-ce que vous entendiez par là quand vous dites que la France et l'Europe ont des atouts, on va dire, naturels très forts? D'abord, on a, bon, ce qu'on dit toujours, on a un niveau de formation, on a des bonnes infrastructures, etc. Ça, c'est dans les raisonnements qu'on a en termes d'attractivité. Mais si on prend les choses de manière peut-être un peu plus profonde, on voit bien, alors ce que je dis est ultra schématique, mais il y a un modèle chinois aujourd'hui qui est quand même un modèle extrêmement autoritaire et que on n'a pas très envie qu'il se développe chez nous. Hein. Ça peut être les mêmes objets, hein, mais avec des trajectoires qui sont quand même problématiques du point de vue de valeurs qui nous sont chères, la liberté des individus, etc. Ça fait un peu froid dans le dos quand même. Je parlais. Pour ne pas citer les Ouïghours, hein, mais bon, voilà. Oui, sans parler même des Ouïghours, mais la dérive, il y a un côté orwellien quand même, enfin, y compris l'application de la tech, la reconnaissance faciale, etc. Bon, on n'a pas envie de ce modèle-là. Et puis on voit bien que le modèle, on va dire, je ne sais pas ce terme parce qu'il ne veut rien dire, mais disons ultralibéral, le modèle américain est quand même aussi pas non plus dans une forme éblouissante, quoi. Donc je pense qu'en Europe, on a la capacité de développer quelque chose de plus équilibré où les valeurs fondamentales auxquelles on reste attaché, la liberté des individus, la liberté de penser, la liberté, hein, l'égalité aussi, hein, et puis pour ajouter le triptyque un peu peuvent parfaitement, je pense, se combiner avec
avec un avenir industriel rénové. Bon, C'est marrant parce que je pense qu'on a de grand intérêt à mettre en avant ces valeurs. ce que vous dites finalement, c'est que de plutôt que de on voit beaucoup d'entrepreneurs, de grands entrepreneurs et gourous qui nous attirent, qui nous tirent vers ces modèles-là en disant: «Mais regardez ces licornes, comment elles se sont développées vite. Regardez les GAFAM, regardez la rapidité avec laquelle, la Chine a réussi à rattraper», parce que la part de la Chine dans l'industrie mondiale est de 20 je crois aujourd'hui, quelque chose comme Oui, ça. oui, c'est Et spectaculaire. c'est spectaculaire, mais du coup, on attire beaucoup notre regard vers ça, alors qu'en fait, finalement, c'est tout ce que ces mêmes personnes, c'est ce que nous n'aimons pas dans, on va dire les tréfonds du capitalisme. Donc finalement, ce que vous dites, c'est capitalisons sur cette zone avec un historique humaniste assez fort, avec notre compréhension du monde, avec notre compréhension des sciences. Arrêtons de passer notre temps à dire que nos écoles sont moins bonnes que telle ou telle école aux États-Unis ou en Asie, et concentrons-nous sur nos atouts les plus forts. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Oui, absolument, et concentrons-nous sur nos atouts et nos valeurs. Je pense que la question des valeurs, et j'ai insisté tout à l'heure sur l'importance de l'éthique dans les nouvelles générations. Pour moi, c'est la bonne nouvelle de ces dernières années, quoi. C'est Ouais. je Pour moi, c'est vraiment une très bonne nouvelle. C'est de voir que la jeunesse française et européenne n'est pas prête à brader un certain nombre de valeurs, et ça, c'est le reste, si vous voulez, moi, ça m'agace beaucoup, tout ce discours décliniste. On est mauvais en termes de transfert de technologie, en termes de. C'est pas vrai. Franchement, c'est pas vrai. Nos écoles, nos universités, elles valent largement les écoles et les universités américaines ou chinoises. On est un peu. Le problème, c'est on est un peu mal organisé, on est trop, on est trop On atomisé, on fragmenté. est régulé différemment aussi, hein. On est Enfin, régulé sans tout différemment. remettre sur les règles, mais il y a que Et bon, quand on fait un projet, moi j'ai passé quelques années sur le plateau de Saclay à essayer de développer ce pôle du plateau de Saclay. C'est sûr qu'en Chine, j'aurais été plus vite, quoi. Ça, c'est sûr. ouais, Parce qu'on n'aurait pas passé notre temps à discuter, à faire des enquêtes publiques, à discuter avec tout le monde. Mais bon, en même temps, on y arrive quand même. ouais. On y arrive. Et d'ailleurs, on se dit au passage, beaucoup d'Allemands, de Hollandais ou d'autres m'ont dit mais bravo parce que nous, on aurait du mal à le faire chez nous, ce genre Ouais. de produit. En France, on y arrive. Et on passe notre temps à se battre la coupe. Et s'il faut quelques années de plus, ben, ce n'est pas un drame, quoi. Voilà, Ouais. du moment qu'on sauvegarde, ce qui est quand même vital pour nous, c'est le fait qu'on est dans des sociétés ouvertes et libres. Voilà, ça c'est. Et si la France et l'Europe étaient finalement des visionnaires sur ce nouveau regard qu'on devrait avoir de la performance? Peut-être que s'il y a, alors, n'entrons pas dans ce débat, Pierre, sinon il nous faudra le double du temps qu'on a passé aujourd'hui, mais en tout cas, il y a une vraie reconsidération de ce qu'est la performance et au nom de quoi, enfin, de ce qu'on peut faire au nom de la performance. Et je pense que les modèles que vous avez décrits auparavant, notamment chinois, c'est des questionnements qu'il faut, voilà, toujours à garder en trame de fond dans nos pensées et avant de critiquer tel ou tel modèle. En tout cas, c'est une Ce discours, si je peux dire, ce discours néo-schumpeterien, voilà, qui dit ben, on est mauvais, il faut qu'on. Non, c'est la destruction créatrice. Je crois que c'est un concept qui vous oui, c'est tient à ça. cœur. Je pense d'abord que ce n'est pas vraiment Schumpeter, qui était beaucoup plus profond que ça. Et la réalité, c'est que ce n'est pas ça aujourd'hui, je pense, le sujet. On peut être très bon et on est très bon dans beaucoup de domaines. Arrêtons de battre la coupe, mais surtout continuons à défendre nos valeurs. C'est une très belle conclusion, je crois, ça, Pierre. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Je rappelle que votre dernier ouvrage s'appelle «L'économie désirable». Il est aux éditions Seuil, c'est ça, si je ne dis pas Oui, de oui, dans la bêtises? même collection que celui que vous avez cité. Très bien. Donc, on vous invite naturellement tous à vous rendre sur Internet ou en magasin pour vous procurer cet ouvrage. Et puis, Pierre, il va me rester à vous remercier pour votre temps. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Bien.